Bonjour à toutes et à tous. Salut. C'est Kevin et Xavier pour les Ludovores. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de review. Et une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas d'un Kickstarter, enfin c'était un Kickstarter par le passé, mais d'une copie qu'on a reçue gratuitement de par l'éditeur. Donc voilà, prenez ça avec voilà, avec un grain de sel comme disent les Anglais, avec des pincettes comme on dirait en bon François. Nous sommes forcément extrêmement influencés par l'offre de cet éditeur de faire une review pour eux, voilà. Ah mais même on va aller jusqu'à citer le nom de l'éditeur, la Underdog Games. Underdog Games. Voilà, ça y est, pour... notre niveau de corruption est over 9000. Voilà. Et donc il s'agit de Tracking Through History, qui est leur troisième jeu si mes souvenirs sont bons. Ils ont fait toute une série de jeux qui s'appelle Tracking. Ouais. Tracking Through the World, Tracking Through the National Parks, je crois. Et pour l'instant il n'y a pas encore de VF. Donc ils essayent de distribuer certaines copies comme ça à différents vidéastes pour éventuellement bien faire naître un peut-être intérêt pour leur jeu en fait, simplement pour potentiellement ensuite lier des contacts et nouer des contacts avec des éditeurs locaux pour proposer une VF potentiellement. Et donc aujourd'hui on va vous parler de Tracking Through History, un petit jeu familial ma foi. Tout à fait, en fait il est pour 2 à 4 joueurs. Pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Annoncées sur la boîte, alors là aussi avec petite variation selon votre... Si c'est votre votre première partie ou si c'est votre xème partie, vous irez beaucoup plus vite lors de la... Ça dépend du nombre de joueurs, ça dépend également éventuellement si vous ajoutez la petite extension dont j'ai oublié le nom, mais bon ça n'a pas grande importance, mais on parlera d'elle un peu plus tard, de toute façon qui est assez importante. Et donc au demeurant, comme je dis, c'est un jeu familial qui se joue rapidement, qui est facile à prendre en main, qui a un gameplay assez simple qui se base essentiellement sur du set collection, donc de la collection de cartes. Vous aurez ici une frise d'événements historiques qui sont avérés bien sûr, avec leurs dates, et en fait vous allez prendre parmi celles proposées sur la frise celle qui vous convient le plus pour telle ou telle raison, et vous allez prendre donc la carte qui va vous faire un début de frise, qui va aussi vous permettre de choper des ressources qui sont affichées sur la carte, ainsi qu'une ressource qui est directement imprimée sur le playmat, parce que oui, on a un petit tapis de néoprène en guise de plateau. Oui, et même pas dans une édition Kickstarter, dans même une pas, édition boutique de base, un petit playmat c'est plutôt sympa. En néoprène, c'est plutôt sympa. C'est plutôt apprécié. Et donc cette carte, si c'est la première en tout cas, va composer le début de votre première frise de temps, puisque dans ce jeu-là on va prendre donc des cartes comme je l'ai dit, et on va faire des frises chronologiques qui vont du passé vers le futur progressivement, parce qu'on est censé incarner des voyageurs à travers le temps, même si bon, la thématique est là pour faire belle, mais en réalité elle n'a pas un grand intérêt, elle n'est pas vraiment imbriquée dans le jeu véritablement en termes de mécanisme on va dire. Tout à fait. L'intérêt de la chose, c'est que chaque carte a un coût temporel, et sur le plateau de décompte temporel, eh bien, vous allez payer ce coût, et lorsque vous aurez fait un tour, ou dépassé ce tour, puisqu'il y a une notion de ponctualité aussi, eh bien, la première ère sera terminée, vous passerez à seconde, vous rejouerez une deuxième fois de cette manière-là, puis une troisième fois, puis la partie sera terminée. Voilà. Et quand on parle de deuxième fois, de troisième fois, il y a un deck pour chacune des aires que l'on va aller explorer, qui sera composé de dates allant de plus en plus vers le futur progressivement. Et donc comme l'a dit Xavier, donc on va avoir différentes ressources qui vont ensuite pouvoir être apposées sur une petite fiche personnelle. On en aura 3 à chaque partie, chacun. Oui. Et on va chercher à les compléter, et si on réussit à les compléter avec les ressources qui sont affichées sur les cartes, on va gagner parfois des points de victoire, ou parfois des petites gemmes de plastique, comme vous voyez peut-être dans ma main, c'est très très petit, qui vous permettra d'aller effectuer certains effets un petit peu complémentaires. Comme réduire par exemple le coût d'une carte en termes de temps dépensé. Par exemple, et puis également certaines cartes vous permettront d'aller choper des petits jetons un petit peu bonus, on va dire, les jetons de Wonder, qui eux pourront se mettre n'importe où sur votre fiche pour compléter une frise, pour compléter une colonne également si vous le souhaitez. Donc c'est une sorte de petit joker que l'on pourra choper par-ci par-là. Le Wonder, c'est un joker? Le Wonder, c'est un joker. Oh, joker, yeah. Voilà. Ok. As-tu quelque chose à rajouter? Et donc finalement, eh bien, le vainqueur, au bout des 3 tours, c'est celui qui aura le plus de points de victoire. Les points de victoire sont représentés en temps réel sur la frise qui est au-dessus de, on va dire, la rivière de cartes, de l'offre de cartes. Donc ça permet de savoir en temps réel qui a combien de points et ainsi de suite. Petite astuce, il y a une carte spéciale qui s'appelle Visit Your Ancestors, qui est une carte qui a un coût standard de 3 et qui a une récompense standard du jeton Wonder, et qui va avoir l'avantage de se glisser n'importe où, puisque sa date temporelle est un point d'interrogation. Donc si vous voudriez continuer votre frise, mais que les cartes qui vous sont offertes ne vous arrangent pas, vous avez toujours l'option
de mettre un peu sur pause, sachant quand même que vous dépensez quand même 3 unités de temps. Oui. 3 unités de temps, ça n'est pas rien pas quand rien. on regarde. Finalement, les tours sont assez rapides aussi parce que le temps est compté. Voilà, mais qu'est-ce qu'on la pourrait faire métaphore filée, c'est bon, on n'en peut plus là. Et donc oui, cette carte de Visit Your Ancestors vous permet de prolonger votre frise chronologique, puisque une fois que vous êtes dans l'impossibilité de continuer votre frise plus avant, eh bien vous êtes obligé de commencer une seconde. Sauf que plus vos frises seront longues, plus elles vous rapporteront de points en fin de victoire. Et là aussi, c'est écrit directement sur le playmat. C'est ça, on passe, si vous faites une frise qui n'a qu'une seule carte, vous perdez des points de victoire. Si vous faites une frise qui a 11 cartes ou plus, vous gagnez 33, 34, 33 points de victoire, ce qui est énorme, évidemment. Donc voilà, rapidement résumé, les bases de ce jeu. Ouais. La petite extension, alors elle propose un paquet de cartes dont on ne verra finalement que 3 cartes. On verra que 3 cartes, donc il y a une assez forte rejouabilité là-dedans. Exactement, et ces cartes-là vont légèrement modifier les règles. Alors elles sont de 2 types, soit elles s'appliquent à tout le monde, et elles n'ont pas de coût, soit elles ont un coût, et dans ce cas-là, vous devez placer un de vos petits jetons que j'ai perdu, voilà, c'est ça, dessus pour dire que vous l'avez utilisé, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus le réutiliser, sachant que l'emplacement n'est pas exclusif. Si jamais moi je l'utilise, Kevin peut l'utiliser aussi avec son jeton. Mais on ne peut l'utiliser qu'une fois partout. Sachez que par exemple, cette carte qu'on a installée ici vous permet de dépenser une petite gemme, ou de la dépenser plutôt de la donner à un de vos adversaires autour de la table pour prendre n'importe quelle carte disponible devant vous, moyennant un coût de temps de 1. Donc vous allez progresser sur la piste de 1. Et il faut savoir également que c'est toujours celui qui est le plus en arrière sur la piste qui joue au prochain tour. Voilà, donc il y a une notion aussi de... Ah, mais je vais continuer, hein. Prendre son temps, c'est bien. C'est beau. Être lent est un avantage dans ce jeu, puisque être lent, ça veut dire que vous pouvez potentiellement prendre plus de cartes. Enfin, c'est pas être lent, c'est prendre des cartes de valeur assez faibles pour... Ou alors réussir à combiner suffisamment d'effets pour obtenir suffisamment de cristaux temporels pour justement diminuer en conséquence le coût. Parce que la carte qui est ici coûte 5, ce qui est énorme. Par contre, à l'emplacement où elle est actuellement, elle rapporte 2 gemmes de temps, ce qui permettrait justement de compenser un peu son coût sur les cartes suivantes que vous paieriez moins cher. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Du coup, puisque vous avez compris maintenant à peu près le principe du jeu, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors oui, c'est là qu'on entre dans notre partie habituelle des plus et des moins. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, qu'est-ce que vous pourriez ne pas trop aimer également. Tout à fait. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on a aimé? Alors on peut commencer par un truc qui saute aux yeux de prime abord, c'est globalement le matériel. Qui est quand même très qualitatif, puisqu'on a ici un tapis de néoprène d'entrée de jeu, même sans passer par la version Kickstarter, et ça c'est quand même plutôt très classe. On a un petit, comment dirais-je, tray, je ne sais plus parler français. Conteneur à jetons. Conteneur à jetons, voilà, avec des jetons qui aussi sont en plastique, plutôt épais, plutôt sympatoches au toucher. Le rangement est très facile, il y a un petit couvercle par-dessus, donc même si vous êtes verticaliste, ça se casse pas la gueule. Le tapis de néoprène, c'est classe. La DA globalement est jolie. Jolie, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une vraie unité artistique durant les cartes, et pourtant il y a un sacré paquet de cartes, puisque il y a 3 decks différents, et il n'y a pas de répétition. Ouais, clairement. Toutes les cartes sont toutes différentes. Ouais. Et je dirais le deuxième avantage pour moi, c'est un avantage qui n'est pas en jeu, c'est que c'est un avantage, vous pouvez acheter ce jeu sous un prétexte éducatif, puisque au dos de la carte, vous aurez toujours un petit résumé explicatif de qu'est-ce que c'est cette carte. Par exemple, la carte que j'ai actuellement, c'est de boire du chocolat chaud avec les Mayas, en 500, voilà, en moins 500, en 500 avant Jésus-Christ, et derrière, on va vous expliquer comment les Mayas buvaient du chocolat, et là vous apprendrez par exemple qu'ils y ajoutaient certainement du piment, voilà, et qu'ils le buvaient froid. Donc c'est assez intéressant, et ça c'est pour toutes les cartes, sauf les cartes évidemment Visit Your Ancestors, puisque ce sont des jokers, elles ne représentent rien de réel en vérité. Moi j'aime bien ce petit côté qui est éducatif si on a envie. Ouais, clairement, parce que vous pouvez aussi tout à fait jouer sans, hein, c'est-à-dire que vous posez la carte comme ça, vous regardez pas le dos, on s'en fout. Voilà, exactement. Donc ça dépend de si vous avez le temps devant vous, ça dépend de si vous jouez avec des enfants et que éventuellement vous voulez leur apprendre quelques petites choses par-ci par-là. C'est plutôt sympatoche de ce point de vue-là, et ça reste tout à fait optionnel de toute façon. Tout à fait. On peut se laisser guider par le plaisir de lire, et puis si on n'a pas beaucoup de temps, on peut dire bon bah voilà. Parce que c'est vrai que lire à voix haute toutes les cartes rallonge énormément la partie quand même. Mais il y a le plaisir aussi de connaître des choses qu'on ne savait pas, donc c'est toujours sympa. C'est un jeu qui peut potentiellement vous aider à gagner au Trial Pursuit. Bien vu, tout à fait. J'y avais pas pensé, mais au Trivial Pursuit ou dans les quiz de connaissances en général. Exactement. Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien donc en mécanisme, c'est aussi sur notre feuille personnelle dans chaque ère, cette idée d'un peu de combo, ce qui va nous pousser à prendre plutôt certaines cartes
parce qu'elles sont dans un certain emplacement et parce qu'elles portent certaines icônes, pour compléter cette feuille, pour nous aider à obtenir plus de points, plus de bonus, ainsi de suite. Ça, c'est bien vu. Les feuillets, d'ailleurs, eux-mêmes sont plutôt intéressants, puisqu'en fait, chaque feuillet est unique. Je vais vous prendre quelques exemples ici. Vous allez voir que les formats de ces feuillets sont différents. Donc vous n'allez pas avoir le même agencement, et bien sûr les mêmes gains, les mêmes prérequis pour aller gagner des points, des gemmes, ou que sais-je encore. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi, ça vous permet d'avoir une assez bonne rejouabilité aussi. C'est plutôt bien pensé. Également, l'aspect stratégique n'est pas absent du jeu, dans le sens où la frise vous permet d'avoir ici des petits gains supplémentaires en fonction du positionnement de la carte, en plus des ressources qui sont affichées sur les cartes elles-mêmes. Donc il y a un côté de timing, encore une fois. Est-ce que j'attends que la carte arrive ici au risque qu'elle soit prise par quelqu'un avant, exactement, etc. Donc c'est pas inintéressant de ce point de vue-là. Il y a la petite carte des ancêtres qui vous permet d'amortir un petit peu les risques quand vraiment il n'y a pas de carte qui vous plaise. Donc ça c'est plutôt sympa également. L'aspect de progresser sur la frise chronologique, mais si je progresse trop vite, je vais laisser 2 ou 3 tours d'avance à mon adversaire par la suite. C'est vrai. C'est intéressant, c'est plutôt cool de ce point de vue-là aussi. Ça c'est un mécanisme, je m'en suis souvenu récemment, que j'aime bien parce que Tokaido ou aussi Aqua Garden plus récemment, Parks qui utilise le même principe, tout à fait. Et donc ça c'est vraiment assez intéressant, j'aime bien cool. Parce que ça force à ne pas forcément être rapide, et en même temps ici, vous obtiendrez un bonus si vous arrivez exactement sur la dernière case de la frise. Et du coup, un bonus de points de victoire, et du coup ça aussi c'est motivant, en se disant, bon, peut-être que je vais accélérer un peu pour prendre ce bonus-là, parce que les cartes qui sont là ne m'intéressent pas plus que ça. Mais du coup, je vais laisser jouer mon adversaire plusieurs fois potentiellement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Non, c'est un petit côté stratégique qui n'est pas absent, comme tu le disais. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Voilà, au point de vue de ce qui nous a moins plu et de ce qui pourrait moins vous plaire aussi. Alors, moi, je vais commencer par le matériel, puisque le matériel était un point fort. Moi, je trouve les feuilles personnelles bon, un peu cheap parce que gondole un peu, hein, ça me fait penser à d'autres jeux qui ont un matériel assez magnifique, et puis la feuille de personnage est une simple feuille. Oui, c'est vrai. Par exemple, l'édition de base de Terraforming Mars. Oui, voilà, tu vas sur un exemple un peu extrême. Mais les extrêmes, c'est facile à comprendre, du coup, donc ça parle à tout le monde tout de suite. C'est pas énorme comme défaut, mais c'est un tout petit peu dommage. Elles sont pas de mauvaise qualité, elles ont le fameux... comment dirais-je? J'ai perdu le mot alors que j'en parle souvent dans le le finish lin. Le linen finish, voilà. Donc c'est quand même pas de la mauvaise qualité. Et puis il faut savoir que chez nous, ça gondole facilement parce qu'on a un taux d'humidité énorme au Japon aussi. Voilà. C'est vrai que ça joue. Ce sera peut-être pas autant le cas chez vous. C'est vrai. Même le plateau est pas dégueulasse, mais il est pas extraordinaire non plus, c'est pas faux. Hein, mais globalement, on a quand même un beau matos, mais un petit peu inégal. C'est ça. Après, moi, deuxième chose, toujours au point de vue du visuel, ça chatouille quand même pas mal. Faut aimer les contrastes visuels assez forts. Les tokens eux-mêmes sont très marqués, alors c'est aussi bien parce qu'on ne se trompe pas quand on en prend. Et au-delà de coloris, ils ont aussi des formes différentes, donc ils sont très distincts. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a eu des moments où moi j'ai quand même pensé que ces petits tokens, ils faisaient cheap par rapport à des tokens en carton. C'est bizarre parce que moi je suis très déluxificateur, donc à la base ça devrait me plaire. Et il y a eu des moments où c'est peut-être pas le meilleur plastique. Voilà, tout à fait. Après, j'imagine que ça justifie... Je préfère pas ça au carton. Oui, c'est vrai. J'imagine que ça se justifie tout à fait par des questions de coût de production. Bien sûr. Voilà. Bon, donc je ne jette pas la pierre, mais pour les gens un peu tatillons sur ce côté-là de l'aspect, ça peut être un petit frein. Bon, là on a parlé de l'aspect, disons, visuel, matériel. Là on va pouvoir entrer un petit peu dans le dur et de gameplay. Et bon, le jeu n'est pas exempt de défauts, à mon avis en tout cas. D'abord, le gameplay est sympatoche, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un système de petits drafts ouverts et de cette collection, ok, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez aucune carte qui vous plaît? Parce qu'il n'y a pas moyen de faire le ménage en fait. Elles vont pas disparaître, à moins que quelqu'un ne prenne une nouvelle carte et une nouvelle carte va s'installer. Ok, mais si aucune carte dans la frise ne vous plaît, vous n'allez pas prendre 50 ancêtres parce que ça n'a aucun sens. Oui, puis ça consomme du temps quand même beaucoup. Ça consomme pas mal de temps, ça rapporte quasiment pas de ressources. Ça ne rajoute qu'un seul jeton, tout à fait. Donc c'est pas fantasmagorique. Donc il y a quand même un assez grand facteur, entre guillemets, chance au tirage. La pioche, qu'est-ce qui va sortir? Et parfois ça va pas forcément être ravissant pour vous, quoi. Chose que je modulerai en fonction du nombre de joueurs. À mon avis, à 3 joueurs ou 4 joueurs, ça se renouvelle beaucoup plus. Oui, nous, on ne joue qu'à 2 pour l'instant, on a joué qu'à 2. Et c'est vrai que du coup, il y avait des fois, le choix n'était pas mirifique. Il se trouve que là, sans faire exprès, on a installé le jeu de cette manière et qu'on le voit, en fait, ici on a une carte qui commence à 500 avant Jésus-Christ
super. Par contre, derrière, 1794, 1891, 1903, bon, 1110, ça passe à peu et près. 1300, voilà. Et on passe de 500 avant Jésus-Christ à 1110. Autant vous dire que quand on commençait une frise à 1794, vous n'allez pas faire une grosse frise, quoi. Hein. Non, alors que quand on commençait à 500 avant Jésus-Christ, vous êtes à l'aise. Donc, après, pour compenser cette chose-là, vous avez une petite fiche qui fait la liste de toutes les cartes et vous apercevrez donc la répartition. La répartition, en fait, la première vague, vous allez commencer en 37 000 avant Jésus-Christ et terminer en 1903. Deuxième vague, 3500, 1985. Et troisième vague, 70 avant Jésus-Christ, 1994. Donc vous savez que de toute façon, il y a un shift vers le futur, tout à fait. Mais ça n'empêche que si ça sort pas, ça sort pas. Ouais. Donc ça, c'est vrai. Et on parlait de futur, on parlait de passé, etc. On peut aussi rebondir brièvement sur la thématique, qui est très sympa, la thématique, de passer du temps à justement voyager dans le temps, à aller découvrir certaines époques, etc. Sauf que c'est beau sur le papier, mais qu'en réalité, il n'y a aucune implication dans le voyage du temps en termes de gameplay. On ne se sent à aucun moment voyager dans le temps. La seule justification du thème, ce sont les gemmes temporelles, qui elles sont adroitement contenues dans une espèce de petite fiole comme ça, qui justement nous indique que nous, voyageurs du temps, on stocke des éclats de temps pour pouvoir les résulter après. Et du coup, ça a tendance à plus coller à la thématique, mais ça reste anecdotique, parce que finalement, c'est juste un élément de gameplay de modification moins 1 sur les coups, et c'est tout, soyons honnêtes. Donc c'est vrai que la thématique est assez plaquée. Bon, après, encore une fois, ça n'est un défaut que pour les gens pour qui la thématique forte est importante. Bien sûr. Ça reste un jeu tout à fait agréable, même sans l'aspect thématique vraiment immersif, mais tout à fait. Il est bon de le signaler. Pour ceux qui aiment vraiment les jeux très immersifs, très thématiques, c'est pas tellement le cas de Trekking Through History. Après, un autre aspect qui peut moins vous plaire, moi je sais que ça ne me dérange pas du tout, soyons honnêtes, il n'y a pas d'interaction. Non, aucune. Il n'y a aucune interaction. Enfin, si ce n'est éventuellement le hate draft. Oui, potentiellement. De prendre une carte pour empêcher un autre joueur de l'avoir. J'appelle pas ça de l'interaction. L'interaction, c'est quand on échange des coups, quand on échange des ressources, quand on... Voilà. Il y a éventuellement l'extension de Time Warp, ça y est, je me suis rappelé de... Oui, c'est ça, Time Warp. Qui, parfois, vous propose, par exemple, d'aller payer une gemme à votre adversaire pour effectuer une action un petit peu particulière. Ça peut en ajouter un petit peu. Et d'ailleurs, je pense que l'extension, assez rapidement, devient essentielle, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui viennent un petit peu modifier certains points de règle, et qui viennent enrichir un petit peu l'expérience, à mon avis. Sans alourdir le jeu. Sans alourdir le jeu. Franchement, sans alourdir le jeu, on a testé sans et avec, la durée de jeu s'en est pas senti impactée. Parce que les règles qui sont modifiées à chaque tour grâce à ces cartes, elles tiennent sur une carte vraiment toute petite, et ça tient sur 3 lignes, écrit en 18. Ça va. Donc, ça va. C'est clair, c'est clair. Voilà, moi ce qui m'a moins plu, c'est à peu près ça. Ouais, pareil. C'est ça. Donc en fait, finalement, si on résume, moi je trouve que c'est un bon jeu de type familial. Tout à fait. Un jeu qui peut sortir facilement avec un public assez large. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être un vrai joueur, enfin un gros joueur de jeux de société pour apprécier. Ça se classe dans pas mal de jeux où justement, même des non-joueurs, même des nouveaux, peuvent prendre un plaisir assez net à jouer à ce genre de jeu. En contrepartie, les gros joueurs qui cherchent quelque chose de complexe, de tactique, de stratégique, vont peut-être être déçus parce que ça reste justement comme on dirait, un gateway game. Ouais, mais je pense pas porte d'entrée, quoi. Je pense pas que les gros gamers soient déçus dans la mesure où de toute façon le jeu affiche clairement ses ambitions de base, il te dit pas que c'est un jeu gamer. C'est vrai. Donc, clairement on est sur un jeu d'entrée de gamme, on va dire, un jeu plutôt familial. Voilà, d'entrée de difficulté. Voilà. Familial, très accessible. Vraiment, vous expliquez les règles en 5-10 minutes, c'est plié. Tout à fait. Donc vraiment c'est très accessible et de ce point de vue-là c'est plutôt positif, même si ça lui ferme un petit peu les portes des foyers, des joueurs un peu plus expérimentés. Et encore, nous qui sommes plutôt initiés plus / experts, on a quand même plutôt apprécié l'expérience. Si on me propose de jouer à Trekking Through History, moi je refuse pas. Pareil, je refuse pas non plus, c'est un jeu qui me plaît bien, même si parfois ça peut être un peu frustrant de ne pas avoir une seule carte qui m'intéresse. Et même, moi j'ajouterais en fait, depuis que j'ai joué à Trekking Through History, je serais curieux de jouer à Trekking Through the World et à Trekking Through the National Parks. Carrément. Parce que finalement, visuellement ça m'a attiré, je me demande si les autres jeux sont du même goût, sont de la même teneur en termes de difficulté, tout ça. Donc, moi je trouve que l'essai est assez bien transformé. C'est un bon jeu. Et pour le prix, parce qu'il n'est pas pour un jeu qui en plus contient du néoprène, des petits jetons de plastique assez sympatoches pour certains enfants. Franchement, c'est pas diablement cher non plus. Après, est-ce qu'il est facile à se procurer le jeu actuellement, puisque la campagne Kickstarter est terminée et qu'il n'est pas
Il n'a pas de VF en tout cas pour le Pour moment. le moment, oui, c'est peut-être une autre question. Il faudra ça, passer par la case import, voilà. mais à terme, si jamais il y a une VF, vous aurez tout intérêt à vous pencher sur son sujet, parce que c'est un jeu familial qui sort très facilement, très court, très facile à prendre en main. Tout à fait, tout à fait. Ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire, donc on remercie encore Underdog Games de nous avoir fait parvenir ce jeu. On tient à dire aussi que ça fait un bout de temps qu'on l'a, ce jeu. Ouais, ça fait bien 6 mois. Voilà, donc on s'est dit qu'au bout d'un moment, ça serait quand même plutôt sympa de vous faire part de nos impressions dessus, et aussi pour remercier Underdog Games qui nous a fourni le jeu, parce qu'on a pris un grand plaisir, donc merci à eux. Voilà, c'était le mot de la fin des vendus pourris d'internet, hein, puisque nous sommes des sales influenceurs. Moi ça y est, j'ai arrêté, youtubeur, j'ai dévissé la plaque, j'ai mis influenceur à la place. Et depuis, tu as mis sale devant. Ouais, parce que quand tu ajoutes sale, en fait, après tu roules en Lamborghini. Ah. Alors par contre, si tu changes sale pour enfoiré, c'est Porsche, c'est toi qui vois. C'est Porsche Mattel, enfin c'est... Ah zut, il a trouvé, mince. Ah, bah oui. Voilà, et Porsche, voilà, c'est ça, Tonka Polystyle au Japon. Donc voilà, écoutez, si vous avez l'occasion de découvrir ce jeu, eh bien, à mon avis, à notre avis, n'hésitez pas. Ouais, ça vaut le coup. Testez, ça vaut le coup, vous passerez certainement un bon moment. Sur ce, eh bien, on va vous souhaiter une bonne continuation ludique. On va vous donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les Ludovores. Salut! À la prochaine!